Salut! Bon, je vous avais demandé de me poser tout un tas de questions dans une précédente vidéo pour que je puisse répondre à une partie de toutes ces questions. Et en plus de répondre à quelques-unes de vos questions, je vais également vous montrer quelques-uns des livres que je vous conseille en ce moment. Vous savez à quel point j'aime les bouquins, vous savez, c'est plusieurs vidéos que je vous fais au sujet des livres que je recommande. Du coup là, je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit tour dans mon bureau et regarder quelques bouquins. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, ça parle pas vraiment de permaculture, quoique c'est 1984 de George Orwell. Alors là, ce que je vous montre, c'est une bande dessinée tirée du livre, inspirée du livre. C'est quand même très sympa pour ceux qui ont envie de lire une bande dessinée plutôt qu'un bouquin. Et du coup, moi, ça me fait penser quand même à l'actualité avec Big Brother, des écrans qui nous surveillent. À l'époque du bouquin, on ne connaissait pas les QR codes, mais maintenant, on vit dans un monde de QR codes. Donc voilà, 1984, pour moi, ça me fait écho à l'actualité dans un monde ultra surveillé, ultra contrôlé, où tout le monde demande le QR code de tout le monde. Bon là, c'est pas dans le bouquin, ça c'est dans la vraie vie. C'est un monde qui ne me plaît pas tant que ça, donc je préfère le regarder dans les bouquins. Bonjour, je voulais savoir pourquoi avoir arrêté le maraîchage pour privilégier la quête d'autonomie. Quels sont tes retours d'expérience, le positif et le négatif, sur cette période de maraîchage professionnel? C'est une question, moi j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question, mais là j'en profite de le faire dans cette vidéo. Donc en gros, moi ce qui me plaisait vraiment, déjà en fait c'était déjà une quête d'autonomie. Parce que quand je me suis lancé dans le maraîchage commercial professionnel, j'avais quand même d'abord pour idée de produire mon alimentation, de devenir le plus autonome au niveau de l'alimentation, et puis également pour avoir une autonomie financière, produire plus et vendre donc des légumes. De façon, moi je vendais des paniers de légumes. Donc c'était déjà une quête d'autonomie à la fois alimentaire et financière. Mais en gros, pour faire court, moi ce qui m'a fait changer de façon de faire, c'est qu'en fait je me suis très moyennement rapidement rendu compte que en fait la vente c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. En fait, vendre des légumes, c'était pas ma passion, je prenais pas du plaisir à vendre, je prenais du plaisir à faire pousser, à produire dans le jardin. Là, c'était le top. Mais aller vendre des légumes ou accueillir les gens pour leur vendre des légumes, ça m'intéressait déjà beaucoup moins. Donc doucement, cette activité s'est transformée en fait j'aidais les gens à créer des jardins chez eux, autonomes. J'aidais des gens à lancer des potagers chez eux. Et donc rapidement, cette activité-là me plaisait bien mieux. En fait, ça me plaisait beaucoup plus d'aider les gens autour de moi à être autonomes, à produire leurs propres légumes, plutôt que de vendre mes légumes. Il y a une phrase que j'aime bien raconter, c'est que quand les gens venaient m'acheter mes tomates, j'avais tendance à leur dire mais gardez les graines qui sont à l'intérieur, vous les ressemez chez vous, vous les cultivez chez vous et vous avez vos tomates, vous n'avez pas besoin de venir m'en acheter. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai transformé mon activité de vente de légumes en activité de transmission ou d'aide ou de conseil en maraîchage, potager, etc. J'ai même aidé des maraîchers à se lancer, etc. Donc voilà, en gros, moi ce qui m'a guidé, c'était ma passion. En fait, je suis allé vers ma passion plutôt que vers des choses qui me passionnaient moins. J'ai eu la chance que ça puisse se faire. La chance, en même temps, j'ai créé aussi cette chance. C'est-à-dire que j'ai osé quitter des choses qui marchaient pour tenter des trucs qui marchent pas encore, quoi. Du coup, négatif, positif. Alors j'ai des difficultés à trouver du négatif en fait, parce que pour moi, c'est forcément du positif, même quand on galère, même quand on a des échecs, c'est de l'apprentissage, etc. Mais du coup, quand même pour répondre à cette question, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans du maraîchage commercial, je dirais que le positif, c'est d'apprendre à produire beaucoup. C'est totalement différent de faire un petit potager familial pour soi et sa famille que de produire des légumes pour gagner de l'argent financièrement. C'est une autre conception, un autre travail. Donc c'est quand même enrichissant, c'est carrément enrichissant au niveau de l'expérience. Et ce que l'on peut considérer comme être négatif, c'est... arrête-toi un peu. Ce que l'on pourrait considérer comme étant négatif, c'est avec la masse de travail qu'il faut fournir pour pouvoir être économiquement viable, pour gagner un SMIC, l'équivalent d'un SMIC, il fallait que je travaille, je ne sais plus, au moins 80 heures par semaine. Donc du coup, c'est une masse de travail énorme, enfin énorme, bien plus grande que la plupart des autres métiers, quoi. Mais ça encore, ça n'aurait pas été un problème si seulement j'avais pu faire que ce qui était ma passion. Mais dans cette masse de travail, il y avait beaucoup de temps pour écouler les légumes, vendre les légumes, et ça, c'était pas du tout ma passion. Et du coup, passer du temps pour quelque chose qui te passionne moins,
c'est difficile. Donc voilà, je pense que si je devais refaire cette activité-là, je trouverais quelqu'un qui ait envie en fait de faire de la vente. Comme ça, moi, je pourrais me débarrasser de cette activité de vente, que je puisse me consacrer uniquement à la production, le jardin, produire, récolter, et une autre personne qui s'occupe de les distribuer, les légumes. C'est, je pense, si je voulais refaire ça, ce que je m'orienterais vers un truc comme ça où quelqu'un d'autre que moi s'occuperait de la vente. Puisqu'on en est à parler de mon désir de transmission et de bouquins, forcément je fais un petit retour sur mes bouquins. En fait je fais un retour sur vos retours car vous me faites vraiment une quantité de retours incroyables sur les deux bouquins. La forêt comestible pour des récoltes abondantes en toute saison et la permaculture au jardin mois par mois. Vous me faites des retours vraiment exceptionnels. Je sais que ces bouquins sont utilisés par des écoles, par des jardins partagés, par des associations. C'est vraiment génial. Et en plus il y a de multiples traductions dans différents pays. Que ce soit en Turquie, en Allemagne, en Pologne. Du coup, moi, la version polonaise, là, quand on voit, elle me fait vraiment plaisir, car moi, mon nom est d'origine polonaise, de Kars. En polonais, ça veut dire couvreur, le saviez-vous? C'est hyper intéressant. Donc voilà, vraiment, je suis très très content des retours que vous m'en faites. Et le fait que le bouquin soit traduit à l'étranger, qui touche vraiment beaucoup de monde, qui n'ont jamais du tout entendu parler de moi. Les bouquins sont faits justement pour être adaptables un petit peu partout. Allez, question suivante. Salut Damien, meilleurs vœux. Comme déjà dit à Brian, j'ai un mal fou pour passer le cap niveau panneau solaire. Les gens qui extraient des minerais sont terriblement exploités. J'ai du mal à cautionner ça. Je sais que toi, tu as une petite installation pour l'instant. Aurais-tu des arguments pour me convaincre de franchir le cap? Penses-tu augmenter ton installation photovoltaïque? Au contraire, je pense me tourner vers le solaire pour le séchage, l'eau chaude, le four solaire, mais pas au niveau électrique. Autre question, ça c'est une autre question qui n'a aucun rapport. Du coup, est-ce que j'ai des arguments pour te convaincre à franchir le cap? Non, j'ai pas du tout d'arguments, j'ai pas envie de te convaincre de franchir le cap. Si tu n'as pas du tout envie de cautionner ça, n'achète pas de tout ça, n'achète pas de panneaux, des batteries, etc. De toute façon, si chaque humain se mettait à avoir son installation autonome, ce ne serait pas du tout viable. Il existe des réseaux qui sont déjà en place, qui peuvent être bien plus efficaces que des petits réseaux autonomes. Moi j'ai du photovoltaïque parce que c'était de la récup. Avec Barnabé Chaillot, on s'est amusé à récupérer des vieux panneaux qui ont 20 ans, récupérer des vieilles batteries, on fait des bidouilles et on a une installation qui réutilise beaucoup. Très peu il y a quand même quelques éléments neufs qu'on a dû mettre, mais sinon c'est surtout de la réutilisation. Donc éventuellement, si tu veux te lancer mais que tu n'as pas envie de cautionner un système qui exploite les gens et qui extrait des minéraux, des terres rares, etc. Peut-être tu peux partir sur de la réutilisation, trouver des vieux trucs d'occasion et bidouiller ça quoi. Et sinon tu avais une deuxième question. Entre le sarfeuille tubéreux, la glycine tubéreuse et la capucine tubéreuse, lequel choisirais-tu? Bon déjà c'est dommage de devoir choisir, je dirais je choisirais les trois. Glycine tubéreuse, il me semble que c'est plus, pour moi en tout cas la glycine tubéreuse, je trouve ça à la fois joli et très productif. Encore une question, as-tu mis des amandiers et quelle variété? Je ne suis pas très loin d'Ordogne. Moi j'ai mis un amandier qui s'appelle Fleur en bas. C'est une variété qui fleurit avec des fleurs qui regardent donc vers le bas, ce qui fait qu'elle craigne moins les gelées. Et j'ai une autre variété de auto-fertile. Voilà. S'il y a quelque chose qui me plaît encore plus que les bouquins, c'est carrément la biodiversité, les animaux, la faune, la flore sauvage, tout ça, ça me passionne. Du coup, je vais vous montrer un autre bouquin qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle Nichoir, 80 modèles à construire soi-même pour 36 espèces d'oiseaux. Ça vous donne en fait tous les plans pour construire des nichoirs à oiseaux. Pas de nichoirs à chauve-souris, uniquement les oiseaux. Ça vous donne également des informations sur où les positionner, à quelle hauteur, les périodes, etc. Et du coup, voilà, je trouve ça intéressant d'avoir des genres de bouquins comme ça pour savoir comment fabriquer des nichoirs et surtout où les installer, pourquoi, comment, pour quelles espèces, etc. Donc voilà, un livre que je recommande, que je trouve très chouette. Salut Damien et bonne année à toi et aux tiens, humains comme animaux. Mais les humains ne sont-ils pas des animaux? Alors, le vent est mon souci principal car mon jardin est totalement ouvert sur de champs et pour le moment mes barrières végétales ne sont pas encore en fonction.
Comment planter un potager dans ces conditions de vent venteuse? Je suis au nord d'Orléans, pas sur la côte. Clairement, faire des protections qui soient mécaniques, quoi. Mettre des panneaux en bois, des vieilles palettes, des tas de bois, une serre, couper le vent avec des choses physiques qui permettront à ta haie de mieux pousser. Des grosses boules de foin autour de ton potager, tout ce qui peut casser le vent, ça sera vraiment important pour ton potager, mais même pas que pour le potager, pour l'ensemble des cultures. Couper le vent, notamment en été quand c'est hyper asséchant, c'est important. Donc en positionnant une serre, en faisant des murs en bois, en palette ou des grosses boules de foin, ça peut casser le vent au maximum. Ça permettra même à ta haie coupe-vent de mieux pousser. Bonjour et bravo pour la qualité constante des vidéos et surtout l'esprit avec lequel tout cela est réalisé. Question concrète, faut-il arroser le paillage dans une serre pendant l'hiver? Sachant que j'ai passé la grulinette, mis du compost et paillé généreusement avec du BRF, feuilles mortes et ou paille. Je me demande, parce que j'ai fait la même chose dehors et qu'il va pleuvoir dessus, la pluie a-t-elle donc une incidence qu'il faut recréer ou au contraire éviter en serre? Merci d'avance, Laurent. Alors, si tu as des réserves d'eau ou tu as de l'eau en abondance en hiver, c'est hyper intéressant d'arroser la serre, le paillage et le sol de la serre. Pas mal de maraîchers débâchent leur serre en hiver pour que la pluie puisse toucher le sol. Certains ont des systèmes de serre qui se déplacent également pour que l'eau puisse toucher le sol. Car souvent dans les serres, pas tout le temps, ça dépend du contexte du sol, etc. Mais souvent dans les serres, au printemps, c'est difficile de cultiver parce que la terre est tellement sèche qu'il y a un déficit hydrique et qu'il faut inonder pour pouvoir arroser un peu. En fait, vous voyez comme les pots avec du terreau, quand on le laisse trop sécher, après quand on arrose, l'eau elle traverse et elle reste plus dedans, quoi. Donc c'est intéressant d'arroser un petit peu la serre et notamment le paillage, ça va permettre de créer de l'humus. Donc ça dépend, si tu n'as pas du tout d'eau, je ne conseille pas d'utiliser l'eau de la ville pour arroser sa serre, pas trop quoi. Mais si tu as des réserves d'eau, souvent en hiver elles peuvent être pleines, ça vaut le coup d'en utiliser quelques-unes pour arroser la serre. Moi personnellement, je suis un terrain qui est vraiment gorgé d'eau tout l'hiver, avec des sources qui coulent dans tous les sens, c'est vraiment, il y a de la flotte partout, du coup j'en envoie une partie de cette eau dans la serre, ce qui permet qu'au printemps, j'ai pas ce déficit hydrique dans la serre. J'ai un tuyau planté dans la source qui va directement dans la serre et j'arrose ma serre en hiver juste pour maintenir le sol gorgé d'eau. Mais je fais ça parce que je suis dans un endroit où il y a de l'eau partout autour de moi et toute cette eau non utilisée, elle crée presque des problèmes. Là je suis dans de la boue, canaliser un peu de cette eau pour l'envoyer dans la serre, c'est une très bonne chose pour le sol et la terre et la vie du sol de ma serre. Donc voilà, ça dépend, si tu as accès à l'eau, ça vaut le coup d'arroser la serre. Un autre livre dont j'aimerais vous parler, c'est Amazonie, un jardin sauvage ou une forêt domestiquée. C'est un bouquin qui m'a passionné. Là, vous voyez peut-être que j'ai mis tout un tas de post-it à l'intérieur. C'est parce que, en fait, à la base, je voulais vous en faire une vidéo. Donc, j'ai pris des quantités de notes, mais ça devient tellement compliqué pour en faire une vidéo simple que j'ai pas encore fait cette vidéo-là. Peut-être que ça viendra. Tout ça pour vous dire que ce livre parle de forêt amazonienne. Comme étant, on imagine souvent que la forêt amazonienne, c'est une forêt vierge, sauvage, qui n'a jamais trop été touchée par l'homme. Et donc là, ce bouquin-là, qui est vraiment très 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 sourcé et très bien fait, nous montre à quel point la forêt amazonienne est une forêt qui a été longtemps cultivée, jardinée, et une genre d'immense forêt comestible, on pourrait dire, qui a accueilli plusieurs millions de personnes. Donc voilà, ce livre il est vraiment très très chouette. Ça parle à la fois d'archéologie, d'ethnologie, d'anthropologie, d'écologie, de botanique, de pédologie, de vraiment tout un tas de sujets qui sont regroupés et qui nous parlent de l'Amazonie comme rarement. Bonjour et merci pour cette chaîne à la fois instructive et inspirante. Question, compte tenu de votre localisation et de l'évolution probable du dérèglement climatique, pensez-vous qu'il existe un risque sérieux que votre projet soit anéanti ou impossible à poursuivre sans moyens disproportionnés dans les prochaines décennies? N'avez-vous pas le désir ou l'espoir de pouvoir transmettre l'écosystème que vous avez participé à créer durant votre vie à des héritiers, légaux ou pas, en vue de leur permettre de faire face à l'avenir, ou votre projet a-t-il vocation à n'exister que durant votre vie? Donc oui, effectivement, il y a plein de possibilités qui peuvent faire en sorte que je n'arrive pas à rester ici. Ça, c'est un peu partout pareil, quoi. Même si je pense que la région où je suis, elle n'est pas trop... c'est pas une des plus menacées, on va dire. Mais bon, ça, on n'en sait rien.
Et oui, le projet est carrément pour but de me survivre largement, c'est carrément l'idée, hein. Moi, ma vie est très éphémère et pas tant importante que ça, quoi. Effectivement, si je crée ce que je suis en train d'essayer de créer, c'est pour au-delà de moi plus tard, mais mes héritiers, comme tu dis, puissent en profiter et même au-delà, quoi, que ce soit quelque chose, un lieu créé pour l'humanité, en fait, on va dire. Il faut, selon moi, enfin, ce que j'ai envie, c'est pour ça l'intérêt de cette chaîne, c'est de diffuser des informations pour qu'il y ait plein de lieux, des oasis, de lieux de biodiversité, des lieux productifs, des lieux inspirants, etc. Et donc, moi, mon projet, c'est le projet ici, c'est créer un lieu inspirant, productif et qui soit presque un bien commun, on va dire. Donc clairement, le lieu ici, il a pour vocation à perdurer après mon existence. Je dis ça en même temps, qui sait ce que feront mes enfants? Est-ce qu'ils vont pas vendre ça pour faire autre chose? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, quand je plante des noix, tu vois, c'est pas pour moi, parce que le temps que le noyer pousse, qu'il produise des fruits, c'est pour les générations suivantes que je fais ça, quoi. Mais j'ai aucune certitude que les générations suivantes seront intéressées ou auront la possibilité de continuer le projet. Mais en tout cas, je le fais dans l'espoir de laisser quelque chose qui perdurera après moi. Bonjour Damien, j'aimerais te poser 2 petites questions. Avec quel budget tu penses que l'on peut s'en sortir en permaculture, agroécologie, en comptant l'achat du terrain, minimum 2000 m²? Tu nous conseillerais d'apprendre de telles choses avant... Hein? Tu nous conseillerais d'entreprendre de telles choses vers quel âge? J'ai une vingtaine d'années et tous les gens autour de moi me disent d'attendre d'avoir 40 ans. Bah dis donc. Alors quel budget minimum? Plus ton budget sera conséquent, plus tu pourras acquérir un terrain intéressant avec éventuellement de l'eau, éventuellement des arbres fruitiers, éventuellement une habitation dessus, etc. Mais même avec un budget de zéro, tu peux déjà commencer. Il y a tout un tas de personnes dans les campagnes qui cherchent des gens pour s'occuper d'un terrain et en échange, ils laissent le terrain gratuitement en échange de quelques légumes ou de quelques coups de main. Enfin voilà quoi. Donc il y a tout à fait possibilité de commencer avec zéro. Donc il n'y a pas de minimum. Plus tu auras un budget intéressant, plus tu pourras avoir un terrain et un lieu intéressant, probablement, et encore c'est à relativiser tout ça. Mais avec un budget de zéro, c'est tout à fait possible de commencer. Et à partir de quel âge? Dès que tu en as envie, quoi. Clairement, 20 ans, c'est très bien pour commencer. Je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre d'avoir 40 ans. Moi, j'ai l'impression qu'il faut faire ce qui nous plaît au moment où ça nous plaît. Plus tôt tu commenceras, plus tôt tu auras fait ton expérience. Donc ouais, moi je dirais dès que tu en as envie et la possibilité, il faut commencer à faire des trucs. Pas forcément faire toute ton autonomie alimentaire par exemple, tu peux juste faire pousser des petits trucs, quoi, t'amuser. En fait, s'amuser, pour moi, c'est comme ça qu'on apprend le plus. Et puis, si tu commences à t'amuser en faisant pousser des légumes à 20 ans, à 40 ans, ça sera vraiment plus simple pour toi de produire beaucoup de nourriture, quoi. Donc, si tu attends d'avoir 40 ans, ça marche aussi, en fait, tu peux. Il faut suivre son envie. J'aime bien aussi la réponse qu'il y a au-dessous de ton commentaire. J'en ai 48 et j'aurais bien aimé avoir commencé à une vingtaine d'années. Tout à fait. Bonjour Damien, merci de nous permettre de poser nos questions. Comment fais-tu pour gérer les plantes non désirées dans tes zones de culture? Pour ne pas dire mauvaises herbes. Je pense à toute plante à croissance rapide et aux lianes qui pourraient étouffer les cultures. Pour ma part, je galère et je passe un temps infini à les retirer à la main continuellement. Alors moi, les endroits où j'ai des plantes problématiques, ma façon de faire dans les zones de culture, parce que là où c'est pas des zones de culture, on s'en fiche, mais dans la zone de culture que je veux cultiver, ce que je fais, admettons que je veuille planter des trucs au mois de mai, des tomates ou des courges, admettons, ce que je fais, c'est que je passe un coup de grelinette sur la zone de culture, j'enlève les racines, les rhizomes, tout ce qui appartient aux herbes sauvages, et je remets un gros paillage par-dessus, et ensuite je plante dedans. Généralement, le simple fait de faire ça fait que mes plantes cultivées peuvent s'installer tranquillement sans la présence des herbes, et après les herbes, quand elles reviennent, mes plantes potagères ont suffisamment grandi pour ne plus être embêtées par la majorité des végétaux spontanés. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je désherbe une zone au printemps, je lui mets un bon paillage, je plante directement dedans et basta. C'est ce que je fais pour la plupart des zones et ça marche très très bien. Après, si tu as des zones vraiment compliquées, là je vois que tu parles de lianes, donc là j'imagine du liseron, tu vois. Donc ça peut effectivement être une plante qui repousse tellement vite que
la technique que je viens de te dire peut être des fois insuffisante. Alors dans ce cas-là, il faut mettre des végétaux qui sont capables de résister face aux liserons. Moi je pense par exemple aux courgettes. Donc si tu as une zone où tu as beaucoup de liserons, tu fais la technique dont je viens de te parler, tu mets des courgettes, et les courgettes, donc peut-être que tu auras à faire un petit désherbage un petit moment donné dans le printemps, mais la courgette elle va devenir tellement grosse et tellement présente que le liseron va se faire étouffer par les courgettes, quoi. Donc voilà. Et tu peux aussi faire la même chose avec les pommes de terre, hein. Si tu as une zone trop pleine de liserons, tu mets du bon paillage, des pommes de terre, et généralement les pommes de terre s'en sortent très bien. Et puis voilà, après ça dépend, en vrai là, ça dépend de quel végétal invasif ou invasif, expansif. Le liseron par exemple, si j'ai du liseron, j'évite de remettre du fumier, parce que sinon si je remets du fumier ou du crottin, ça va encourager le liseron. Donc j'essaye plutôt de ne pas nourrir la zone. Donc ça dépend vraiment des végétaux, mais en gros je désherbe une bonne fois pour toutes au printemps, et je paille et je cultive, et ça tient jusqu'au printemps suivant. Du coup, toujours en rapport avec la question précédente, là ce coup-ci je vais vous montrer un livre que j'ai bien apprécié qui s'appelle Plantes envahissantes, pionnières ou simplement expansives. Comment vivre avec au jardin écologique. Donc dans le petit rond il est marqué le jardinage face au brassage planétaire. Donc un bouquin qui est quand même intéressant, à la fois il n'est pas trop binaire et simpliste, c'est-à-dire que tout est complexe. À la fois, ce que je trouve ça chouette aussi, c'est que ça remet en perspective certaines choses, c'est que les plantes sont considérées comme des plantes invasives à partir de l'arrivée en Europe de quelle époque par exemple. Je sais que beaucoup de gens adorent les coquelicots, c'est même devenu un peu un symbole de l'agriculture écologique, mais les gens détestent les plantes invasives. Il faut savoir que le coquelicot est une plante qui n'est pas originaire d'ici, qui est arrivée avec l'arrivée des céréales. C'est une plante messicole. Bref, donc on peut considérer le coquelicot comme une plante invasive ou comme une plante faisant partie de notre biodiversité. Tout est relatif en fonction de quelle époque l'on regarde les choses. Donc ce bouquin il est intéressant pour ça, et aussi parce qu'en fait il donne des conseils pratiques des gens qui vivent avec des plantes vraiment envahissantes, embêtantes, problématiques, et donc on voit comment ces gens décident de vivre avec, pourquoi, comment, et puis voilà comment lutter contre si on a besoin de lutter contre. Bonjour, où en est le projet pisciculture dans l'étang? Pour l'instant il y a toujours des poissons, il y a quelques truites, il y a des rotangles, il y a des tanches, il y a du poisson. Donc on va pêcher un peu de poisson au printemps. La problématique que l'on a, c'est les ragondins qui sont... en fait on est dans une région où il y a pas mal de cours d'eau, de points d'eau un peu partout. Du coup il y a beaucoup de ragondins dans la région. Et donc là j'ai des ragondins qui se sont installés dans mon étang. Et donc là, du coup, je suis vraiment en mode observation du ragondin, voir un petit peu est-ce que ça va me causer des problèmes ou pas, explosion des berges, etc. Donc je regarde où ils font leur galerie, etc. Le projet pisciculture, il continue à fonctionner, mais ce problème de ragondin, en fait, je voulais végétaliser beaucoup plus l'étang, végétaliser la source qui amène de l'eau à l'étang, mais les ragondins me déglingue la plupart des végétaux. Donc il faut que je trouve des végétaux non mangés par les ragondins, ou que je fasse venir des crocodiles pour bouffer les ragondins. On va voir. Non mais voilà, le projet il en est là, quoi. Ça continue. J'ai cet ennui de ragondins, on va dire. Mais surtout que là les ragondins, des fois ils sortent un peu et c'est des gros bouffeurs de végétaux, quoi. Donc voilà, peut-être que je vais me mettre à chasser le ragondin, un de ces quatre. Salut Damien, merci pour tout ce que tu partages. Comment ferais-tu pour cultiver le plus rapidement possible sur une terre ultra argileuse et très peu fertile? En combien de temps pourrait-on avoir une production optimale? Merci. Ah oui, cette question-là, je vais l'associer avec une autre question qui dit bonjour Damien et une très bonne année à toi. Merci pour tes vidéos et le partage de tes connaissances qui nous aident beaucoup. Je suis en terrain calcaire avec très peu de sol, roche mère, parfois 20-30 cm. Quelles sont d'après toi les stratégies que l'on peut mettre en place pour parvenir à faire du potager dans cette situation? Un grand merci. Donc là en gros on va mettre toutes les terres difficiles dans le même panier. Il y a une technique qui marche très bien, c'est la culture en lasagne. Culture en lasagne, j'en ai déjà fait pas mal de vidéos, mais en gros ça marche sur n'importe quel sol, même en ville, sur des goudrons. On a déjà installé des cultures en lasagne et ça produit immédiatement. Donc voilà, je dirais culture en lasagne sur n'importe quel sol. Ça va, dans tous les cas,
tu vas pouvoir produire dès la première année, parce que dans la lasagne, tu peux cultiver directement dès la première année. Et en plus, en se décomposant, cette lasagne, ça va attirer des vers de terre, des organismes, et ça va améliorer le sol qui se trouve en dessous. Et du coup, ça améliore ton sol pour les années à venir. Donc voilà, dans un sol vraiment ingrat, difficile, tu peux produire de suite en faisant de la culture en lasagne. Pour conclure cette vidéo, on va rester dans le thème des sols peu fertiles ou les sols ingrats pour créer des jardins. Du coup, j'ai deux petits bouquins que je voudrais vous montrer. Le petit traité du jardin punk et le grand traité du jardin punk de Éric Lenoir. Là, ce que j'aime bien dans ces bouquins-là, c'est associer la culture punk et le jardinage en milieu urbain, en milieu ultra bétonné, ultra artificiel. Du coup, voilà, j'aime bien ce côté-là, comment transformer des friches industrielles en jardin, n'importe quelle zone en jardin, dans des lieux urbanisés. Donc voilà, j'aime bien ces bouquins-là. Peut-être que ça intéressera plus ceux qui sont en ville. Bon ben voilà, j'espère que ces quelques réponses à quelques-unes de vos questions vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.